Bienvenue à tous. Donc, je suis ravie aujourd'hui de co-animer avec Mégane ce webinaire sur la thématique de bientraitance et questionnement éthique dans les établissements socio-médico-sociaux. Euh, les objectifs de ce webinaire sont d'identifier les incontournables du questionnement éthique et sur la démarche de questionnement éthique en établissement. Connaître les attendus du manuel, mais surtout comprendre comment répondre aux attendus du manuel d'évaluation de la qualité sur cette thématique éthique et bien-traitante. Et puis, soit découvrir, soit approfondir les missions de l'espace éthique de la région. Le déroulement, donc on va rapidement présenter Éthique et Mégane au niveau personnel. On fera un point sur le contexte, sur ce démarche de questionnement éthique. Ensuite, on observera un petit peu quels sont les incontournables déployés sur le questionnement éthique et ensuite en pratique comment ça se décline. Ça peut se décliner dans les établissements à travers les témoignages de Mégane qui va pouvoir nous faire un retour sur elle, comment elle peut aider les établissements dans ces instances éthiques, questionnements éthiques. Un quatrième point sur comment on peut répondre aux attendus des référentiels et on finira sur les ressources que peut mettre à disposition les RERC et CALIS. On va démarrer. Mégane, je vous laisse vous présenter et présenter les... Merci beaucoup. Alors déjà, bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente rapidement. Je suis Mégane Ladiès, donc juriste et coordinatrice de l'espace de réflexion éthique de la région Centre-Val de Loire. Et pour présenter très rapidement ce que c'est que l'espace éthique, avant de revenir plutôt à nos missions qu'on présentera à la fin du webinaire, dans les grosses lignes, la grande ligne, on va dire, l'espace éthique, en tout cas les espaces éthiques régionaux, ont une vocation première, c'est de susciter et de coordonner tout ce qui va être les initiatives en matière d'éthique, alors au sens large du terme, dans deux domaines principaux. Ça va être vraiment les sciences de la vie et la santé. Et pour répondre à cette grande mission, une de nos principales missions, ça va être l'accompagnement à la mise en place dans les établissements, au sens large du terme, de lieux de réflexion éthique, si je peux dire, locaux, ce qu'on va appeler comité éthique, par exemple. Merci. Donc juste pour rappel, le support PowerPoint vous sera envoyé à l'issue du webinaire. Et sur ce support, vous allez, enfin, j'ai mis le lien directement pour aller sur le site de l'ERERC ainsi que l'adresse mail si vous avez besoin de contacter. Je présente rapidement Caleris. Donc Caleris, on est la structure régionale d'appui à la qualité, à l'amélioration de la qualité et de la sécurité des prises en charge et des accompagnements. Donc, le champ d'action, c'est les démarches qualité et la gestion des risques dans les domaines sanitaires, médico-social et la ville. Et en termes de missions, on a des missions de soutien méthodaux, d'expertise, de formation et d'information, principalement. Voilà, rapidement, si jamais vous souhaitez en savoir plus sur la Caleris, je vous invite à aller voir notre site internet qui vous donnera plus d'informations. Avant de démarrer notre webinaire, je vous propose de répondre à un sondage que je déclenche et normalement, vous devriez avoir au milieu de vos écrans une question auquel je vous demanderai de bien vouloir répondre. Alors, si cette question n'apparaît pas au milieu, vous pouvez aller dans la conversation et vous pourrez y répondre. Donc, je laisse les participants répondre et on verra un petit peu comment ça s'organise chez vous, le questionnement éthique. En espérant que vous avez bien eu la question. Est-ce que vous pouvez réagir si vous avez eu la question ou pas? Parce que comme je ne vois pas les réponses qui s'affichent, je suis un petit peu étonnée.
Tu as 35 réponses, Cécile, Ah, pour l'instant. bien. 36. Ah, voilà, ça y est, ça vient. On va attendre quelques instants puisque ça continue à augmenter. En tout cas, mais merci de jouer le jeu, j'ai envie de dire. C'est aussi pour nous important d'avoir ce retour-là, de se dire, bah oui. Donc la question, c'est le questionnement éthique est-il déjà formalisé dans votre établissement? Si vous n'avez pas la question qui apparaît, vous pouvez répondre dans le fil de conversation. Il n'y a pas de souci en texte libre. Ok, bah, écoutez, donc là, ce qu'on constate, c'est donc il y a 41 réponses déjà, merci, 42. En termes de réponses, il y a 16% des répondants qui ont déjà formalisé la démarche de questionnement éthique. 38% n'ont pas formalisé le questionnement éthique et 45% partiellement. Donc, on voit qu'il y a quand même une marge de progression, une marge, et je pense que ça explique aussi le nombre de participants à ce webinaire. C'est vrai que c'est quelque chose qui peut paraître complexe à mettre en œuvre, à la fois sur l'organisation et sur sur le quotidien, sur le terrain, comment est-ce qu'on peut faire vivre ça. Et donc, l'idée de ce webinaire, c'est de vous outiller pour pouvoir avancer sur cette question. Merci. On va commencer donc sur le contexte. Au niveau du contexte, en fait, le questionnement éthique, c'est quelque chose quand on s'adresse aux professionnels ou quand on parle de l'éthique, ils ne voient pas trop de quoi on parle. Et pourtant, au quotidien, ils sont confrontés à des questionnements éthiques. Et dans la définition même des fondements de l'action sociale et médico-sociale, on voit que le questionnement éthique peut être est déjà présent puisque l'action sociale et médico-sociale tend à promouvoir dans un cadre interministériel l'autonomie et la protection des personnes. Voilà. Rien qu'en disant ça, on voit bien qu'il y a déjà un dilemme éthique qui peut apparaître entre l'autonomie et la protection des personnes. Tout ça pour dire que le questionnement éthique, c'est vraiment au cœur des pratiques de terrain, même si dans le quotidien, on ne formalise pas des choses comme ça avec le mot, l'étiquette éthique. Voilà. Sur le plan du contexte réglementaire, on a quand même beaucoup de textes qui font référence au questionnement éthique. Alors, je ne vais pas passer trop de temps dessus, mais bon, à la base quand même sur la loi 2002 et puis jusqu'à la loi de 2024 sur la société du bien vieillir, où on a des éléments autour du questionnement éthique et de la bientraitance. Voilà quelques références réglementaires auxquelles vous pourrez vous référer. Alors, quand on parle de questionnement éthique et de bientraitance, c'est vrai que ces deux notions sont étroitement liées ensemble et que c'est intéressant de pouvoir définir ces deux notions-là. Donc, on va faire ça à deux voix avec Mégane. Moi, je vais parler de la bientraitance et Mégane, bien évidemment, d'éthique, c'est son cœur de métier. Donc, la définition de la bientraitance, c'est une culture qui, inspirant les actions individuelles et les relations collectives, et elle vise à promouvoir le bien-être de l'usager en gardant à l'esprit le risque de maltraitance. Ça, c'est une première partie de définition. Mégane, je vous laisse aller sur le champ de l'éthique. Oui, alors quand on parle effectivement d'éthique, on parle de réflexion éthique, on parle du bien agir, donc on parle aussi du juste. Moi, des fois, alors je le définis autrement, je mets des guillemets parce que c'est pas forcément très beau quand on le dit comme ça, mais c'est peut-être le juste milieu, le moins pire dans une situation donnée. Et en fait, cet équilibre, en fait, on doit le trouver quand on parle d'éthique avec plein de contraintes, de choses qui gravitent autour de la situation, autour de l'usager. Et donc aussi, la réflexion éthique, c'est quelque chose qui se fait à plusieurs. Donc c'est pour ça qu'on parle aussi de cette notion de collectif.
parce qu'en fait, on va avoir plusieurs professionnels autour de la table. Donc, qui dit plusieurs professionnels, dit une pluralité de regards, de disciplines, de formations qui permettent d'avoir, si je peux dire, une prise de hauteur sur cette situation qui questionne, voilà, en permettant, avec cette prise de hauteur, hein, de voir un peu plus clair sur une situation ou des situations qui nous questionnent, sachant que souvent, c'est une situation singulière qui va nous questionner. Et ces situations, pourquoi elles nous questionnent? Parce qu'en fait, elles vont créer des tensions, hein, il va y avoir des contradictions entre des valeurs que je vais avoir en tant que professionnel, peut-être les valeurs de l'usager, de la famille, du proche. Donc voilà, et c'est quelque chose d'assez, un exercice assez intéressant, confronté à cette réflexion pluridisciplinaire qu'est l'éthique. Donc effectivement, Mégane, on voit bien que le cœur du sujet, c'est de, entre guillemets, faire le moins pire ou le Voilà. Voilà. Et notamment dans le contexte du bien-être de l'usager. Donc sur la définition de la bientraitance, effectivement, on retrouve cette notion de réflexion collective sur les pratiques et d'amélioration des pratiques. Donc voilà, c'est vrai que c'est pour ça que dans le référentiel de qualité HAS, on retrouve bien évidemment une thématique qui s'intitule éthique et bientraitance. Mégane, est-ce que vous voulez compléter sur ces définitions? Oui, alors après, pour compléter un petit peu, quand on dit trouver le juste milieu ou le moins pire, comme on dit, on parle des fois du bien. L'éthique, c'est comme on l'a dit, c'est une réflexion à plusieurs avec plusieurs professionnels autour de la situation, mais il n'y a pas forcément de bonnes réponses. L'idée, c'est pas de trouver la bonne réponse, c'est de réfléchir ensemble sur la situation pour essayer de voir un peu plus clair et de trouver un petit peu des pistes possibles, hein, entre guillemets, de réponse à celle-ci. Voilà, et c'est vrai que cette citation de Jacques Derrida, je la trouve très bien parce qu'elle résume vraiment ce que c'est que l'éthique, cette tension, hein, quand il dit c'est au moment du je ne sais pas quelle est la bonne règle, c'est en fait finalement au moment où on est complètement démunis, qu'arrive cette question éthique, cette réflexion. Et finalement, en tant que professionnel, des fois, on ne sait pas quoi faire. On a plein de normes, alors au sens large du terme, qui sont présentes, qui sont disponibles. Et finalement, c'est peut-être se débarrasser un petit peu de tout ça pour prendre de la hauteur et voir comment agir. Mais aussi, qui dit agir, dit aussi question de responsabilité, prendre un petit peu position. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident, mais la réflexion éthique aide à cette prise de hauteur pour voir un peu plus clair et essayer, j'ai envie de dire, d'agir au plus juste dans cette situation singulière. Merci. Finalement, pourquoi, qu'est-ce que ça apporte d'intégrer l'éthique dans les pratiques, Mégane? Parce que un grand mot, mais concrètement, comment ça peut aider les professionnels dans leur pratique? Alors, moi, j'aime bien reprendre cette notion de finalement de prise de hauteur pour essayer d'avoir une vue d'ensemble de la situation. Alors, on parle de la décision la plus juste, ou moi je dis la moins pire, entre guillemets, sachant qu'une décision, ça va se prendre à l'instant T. C'est-à-dire, peut-être qu'on a décidé à plusieurs, à ce moment-là, c'était ce qui nous semblait le plus juste, le moins pire, comme on dit. Et avec du recul, peut-être qu'on aurait fait différemment. Ça permet aussi de réfléchir sur des situations qui ont été complexes à froid, parce que des fois, à chaud, c'est pas forcément possible. Voilà, que la temporalité, hein, l'éthique, il y a aussi une question de temporalité qui se joue. On parle aussi de donner du sens aux pratiques, voilà, des pratiques aussi collectives, hein, ça permet des fois de réfléchir sur peut-être certains protocoles. On se dit, là, effectivement, il y a peut-être des choses à revoir ensemble. Avoir une pluralité de regards, ça permet de remettre un petit peu à jour certains éléments, certaines pratiques, alors sans tout remettre tout le temps en cause, hein, c'est pas ça le but non plus de l'éthique. Des pratiques effectivement bien traitantes, voilà. Aussi tout ce qui va être prévenir, oui, effectivement, les événements indésirables, les plaintes, la question de la maltraitance, des fois en voulant faire tel ou tel acte, on pense être bien veillant, mais des fois on flirte avec peut-être d'autres
d'autres éléments à l'éthique, hein. Par exemple, vouloir faire un soin ou à quelqu'un qui refuse la toilette à ce moment-là, mais je suis obligée de le faire parce que j'ai, par exemple, la famille qui vient voir le résident à 11h et si j'ai pas fait la toilette, bah, c'est la famille qui va peut-être pas être contente, mais ça pose la question, par exemple, du respect du temps, de la temporalité du résident, de l'autonomie de celui-ci. Est-ce que c'est vraiment grave si je fais pas la toilette, par exemple, du résident ou de l'usager? Aussi, c'est renforcer, on parle de relations de confiance entre les acteurs, alors acteurs au sens large du terme, parce qu'on se rend compte aussi que pour faire de la réflexion éthique, c'est se retrouver autour d'une table et c'est aussi s'obliger à communiquer et à écouter. Ce qu'on a aussi perdu comme habitude en tant que professionnel, c'est des fois on campe sur sa position, sa vérité, et en fait, bah, parfois le collègue d'en face va avoir bah, peut-être une autre vision de la chose du fait de sa formation, son vécu. Et s'obliger à s'écouter, bah, c'est écouter l'autre et c'est parfois aussi réussir à trouver des solutions ensemble pour bah, peut-être éviter bah, oui, de glisser dans des pratiques hein, qu'on ne veut pas forcément maltraitantes. Donc voilà, l'éthique, ça permet d'avoir une prise aussi de hauteur sur certaines situations et aussi peut-être positionnement professionnel. Merci. Dans le référentiel qualité de la HAS, une des valeurs fondamentales, c'est bien la réflexion éthique des professionnels et ça apparaît en tant que tel. Mais en fait, quand on regarde bien les autres valeurs qui sont portées dans le référentiel qualité, on est sur l'approche inclusive, le respect des droits, le pouvoir d'agir. Donc, on voit bien que rien que ces intitulés-là, je pense que chacun se dit, bah, en fait, tout est en lien avec l'éthique, quoi, parce que l'approche inclusive des accompagnements, comment est-ce qu'on peut inclure des personnes en situation de handicap dans la société, comment être sûr de respecter les droits fondamentaux à chaque moment de la vie et de l'accompagnement des personnes, et le pouvoir d'agir, l'autodétermination, comment lâcher prise dans les accompagnements finalement. Si la personne accompagnée prend une décision avec laquelle l'équipe n'est pas forcément en accord sous des motifs de protection, et bien, comment est-ce qu'on peut respecter ces éléments-là? Donc là, dans la suite du webinaire, c'est vrai que quand je vais aborder les attendus du référentiel, je me suis concentrée sur les critères qui citent la bientraitance et l'éthique, mais en fait, on se rend compte que l'ensemble du référentiel fait référence à des questionnements, peut faire des références aux questionnements éthiques. Donc, dans le manuel, donc on a ce que je vous ai dit, une thématique qui est bientraitance et éthique. Et sur chaque chapitre, on a un objectif. Donc, sur le chapitre 1, la personne accompagnée s'exprime sur la bientraitance. Sur le chapitre 2, on a un objectif, les professionnels contribuent au questionnement éthique. Et sur le chapitre 3, l'établissement définit et déploie sa stratégie en matière de bientraitance. Donc là, je vous ai dit, je me suis concentrée sur vraiment les éléments en lien avec cette thématique-là, mais au final, voilà, il y a quand même beaucoup de choses dans ce référentiel qui fait lien avec la réflexion éthique. Voilà pour ces éléments de contexte. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on puisse s'attarder, non, on ne va pas s'attarder parce qu'on n'a qu'une heure. On va s'attacher à observer cette démarche de questionnement éthique à travers 4 dimensions organisationnelles, donc, selon le schéma de Shorten pour ceux que ça intéresse. Donc, à travers la stratégie de l'établissement, à travers son organisation, à travers les outils et les compétences et à travers la culture. Et finalement, ce que je vous propose là, c'est de se dire, en fonction des objectifs, comment est-ce qu'on peut, quels sont les objectifs pour assurer une démarche de questionnement éthique et bientraitante. Donc, sur le plan de la stratégie, l'objectif, c'est vraiment donner du sens et orienter, c'est définir les orientations et les priorités en matière de bientraitance et d'éthique. Bien évidemment, ça fait référence au projet d'établissement en premier lieu,
puisque le projet d'établissement est le document dans lequel l'établissement donne ses orientations. Donc ça, c'est l'objectif. Si jamais sur cette dimension stratégique, il y aurait une défaillance ou ce serait pas suffisamment porté cette démarche de questionnement éthique en termes de stratégie, le problème, c'est que il pourrait y avoir un manque de légitimité du questionnement. C'est-à-dire que les professionnels qui seraient amenés à se questionner sur des situations qui posent des dilemmes pourraient être remis en question en disant « mais voilà, pourquoi est-ce que tu poses ces questions-là » voilà. Ou alors on pourrait avoir des initiatives isolées et du coup, ça ne porterait pas ses fruits. La deuxième dimension, sur la dimension d'organisation, c'est bien l'objectif, c'est de pouvoir bien organiser ce questionnement éthique, le formaliser, vraiment définir les rôles, impliquer les professionnels pour avoir un soutien méthodologique qui va pouvoir éviter d'avoir des actions qui sont éparses ou des actions qui seraient dépendantes de personnes. Si on a une organisation qui est formalisée, alors les actions vont aller toutes dans le même sens, quelle que soit la personne en présence. Sur le plan des outils et des compétences, donc l'objectif, c'est bien de pouvoir donner aux professionnels des méthodes de questionnement, d'analyse, des ressources, de pouvoir également les former sur cette démarche de questionnement éthique. Et vraiment, voilà, c'est outiller les professionnels sur cette démarche de questionnement éthique. Si jamais cette dimension-là était défaillante, alors finalement, sur le terrain, en pratique, ils ne pourraient pas mettre en place cette démarche de questionnement parce qu'ils ne sont pas formés, ils ne savent pas comment faire, ils n'ont pas les bonnes méthodes. Enfin, sur la dimension de la culture, donc l'objectif, c'est vraiment d'ancrer les pratiques, de partager la compréhension de la place de l'usager, la culture du bien-être, la culture d'écoute de l'usager et l'amélioration continue. Également, ces éléments-là doivent apparaître, bien évidemment, dans le projet d'établissement. Si ça n'apparaît pas suffisamment dans le projet d'établissement ou si ce n'est pas suffisamment porté par la direction et tous les professionnels, on peut avoir finalement une certaine résistance à aller sur le questionnement éthique et parce que, comme l'a dit tout à l'heure Mégane, le questionnement éthique, ce n'est pas quelque chose de facile. Ça peut remettre en question des pratiques et puis en plus, c'est pas un temps, enfin, c'est pas quelque chose on dit, on fait comme ça, on fait toujours comme ça dans cette situation. C'est très dépendant des situations. Donc, c'est important de pouvoir porter cette culture de questionnement éthique et de bien pouvoir faire entendre et comprendre à tous les acteurs que dans cette situation, on a éventuellement pris cette décision-là dans cette optique-là, mais que dans une autre situation, on va peut-être prendre une autre façon de faire. Voilà pour un petit peu vous donner ces différents jalons pour mettre en place une démarche de questionnement éthique. Au niveau pratico-pratique, c'est bien beau tout ça, mais comment je fais qu'est-ce que je peux utiliser, comment je peux faire pour déployer ma démarche de questionnement éthique et bientraitance. Alors, sur la culture et la stratégie, un des piliers finalement du questionnement éthique et de la bientraitance, c'est la charte des droits et libertés de la personne accueillie, qui doit être un vrai fil conducteur des réponses qu'on peut trouver au questionnement éthique et pas seulement un affichage devant lequel on passe chaque matin sans en prendre attention. Il y a aussi des chartes un peu plus spécifiques qui existent, les chartes éthiques, par exemple, sur la relation de soins au domicile, sur l'accompagnement du grand âge. Donc là, les exemples que je vous ai donnés, normalement, sont des liens cliquables. C'est ça, j'ai été les chercher sur l'espace éthique de la région Île-de-France. Autre élément évidemment central sur la stratégie et la culture, c'est vraiment d'avoir cette
idée de dire que l'usager est au centre du questionnement éthique. Mégane, je vous laisse commenter ce schéma. Oui, alors on a refait le petit schéma pour vraiment replacer le questionnement éthique, montrer un petit peu ce que c'est. Des fois, les petits schémas, ça parle plutôt bien, avec l'idée de mettre l'usager au centre. Et comme je disais tout à l'heure, il y a plein de choses qui gravitent quand on est dans une situation voilà, où il y a un questionnement éthique. C'est que je vais avoir le professionnel autour, l'établissement, la famille, et autour de ça, j'ai encore d'autres choses, notamment la loi. On ne peut pas faire d'éthique sans respecter la loi, des règles institutionnelles, des règlements, des protocoles mis en place, mais aussi tout un tas de valeurs, notamment l'autonomie, par exemple. On parlait tout à l'heure bienfaisance, non-malfaisance. Donc, si je prends un petit exemple un peu concret, dans un EHPAD où j'ai une résidente qui est rentrée en institution suite au décès de son mari, on a une dame qui, par exemple, sort de l'établissement sans prévenir, ne revient pas. Hein, c'est une dame très impulsive. Elle ne s'habille pas de manière appropriée. Par exemple, en été, elle va mettre une grosse doudoune. Et l'hiver, elle va sortir très peu habillée, ce qui fait que du coup, tout le monde s'inquiète qu'on ne retrouve pas la résidente. Voilà, on appelle la gendarmerie, donc ça crée tout un tas de questionnements, de pression. L'équipe forcément très inquiète qu'il arrive quelque chose à la dame, mais cette dame, elle est comme tout le monde, elle a droit au respect de son autonomie, de la liberté d'aller et venir. Donc, un exemple un petit peu concret de questionnement entre respecter l'autonomie, la liberté d'aller et venir de cette dame et la sécurité, la responsabilité qu'on pourra avoir s'il lui arrive quelque chose. Comment je fais? Donc, voilà un petit exemple un petit peu concret. Si je prends le cas de l'usager, c'était le cas de cette dame-là au centre avec tout ce qui gravite autour. Voilà. Merci. Si on se situe sur les dimensions organisationnelles, outils, compétences, Mégane, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu qu'est-ce qui existe comme différentes formes d'instances, comment on peut en pratique, sans se compliquer la vie et sans faire des usines à gaz, finalement instaurer ce questionnement éthique? Oui, alors j'ai envie de dire, en tant qu'espace éthique, on a aussi cette mission observatoire qui existe, c'est-à-dire on essaye de voir un petit peu comment fonctionnent les structures éthiques qui existent au sein des établissements de la région. Et en fait, ça nous permet de voir qu'en fait, il y a vraiment des formes très différentes d'instances qui existent dans les établissements. Donc, rien que le nom, certaines personnes vont appeler ça instance éthique, d'autres comités éthiques, d'autres espaces éthiques, enfin voilà. Donc, ce qui est déjà important, c'est déjà d'adapter sa structure, si je peux dire, éthique à l'établissement. Hein. On ne va pas forcément avoir le même questionnement dans un EHPAD que, par exemple, dans un ESAT, que dans un établissement sanitaire. Donc, voilà, il faut adapter à la forme et à la taille de la structure. Forcément, on ne va peut-être pas avoir le même nombre de professionnels dans un gros établissement que dans un petit. Ça va être la question aussi des ressources. Hein. C'est des professionnels qu'on va devoir solliciter. Donc ça, c'est des choses auxquelles il faut être vigilant. J'ai envie de dire, il faut être aussi attentif à la forme de sa structure, c'est-à-dire qu'il vaut mieux avoir, j'ai envie de dire, un fonds avec des professionnels qui vont être questionnants, investis, et peut-être un peu moins être attentifs sur la forme que ça va prendre. Hein. Si ce n'est pas très structuré, c'est pas très grave. C'est mieux de se poser la question, la réflexion éthique et la faire vivre différemment qu'avoir quelque chose de très structuré où on va peut-être pas avoir forcément la forme ou le professionnel passionné par l'éthique. Donc, ça va être aussi, on parle de comité droit des usagers. Donc, c'est vrai qu'avoir des personnes en lien avec le droit des usagers, c'est quelque chose d'important. Varier les profils aussi, c'est bien d'avoir par exemple des infirmiers, des aides-soignants, de l'encadrement, des personnes qui viennent de l'extérieur. Donc, le juriste, le philosophe, c'est intéressant. Par exemple, on a des comités éthiques qui ont réussi à solliciter des professeurs de lycée pour la philosophie, par exemple, avoir un regard un peu extérieur. C'est avoir aussi des petits temps informels. Hein. Par exemple, les cafés éthiques, c'est des choses qui fonctionnent très bien. Alors, pas forcément quelque chose de très structuré, mais peut-être un ou deux professionnels qui prennent la main, qui disent bon, on organise un café éthique sur telle thématique, par exemple le refus de soins, et on convie tous les professionnels autour de ce temps qui est aussi convivial, et ça permet d'aborder l'éthique sans avoir quelque chose de
très formalisé qui peut faire peur aussi, voilà, des fois. On a aussi des établissements qui mélangent les professionnels avec les usagers. Donc, il y a des usagers qui font partie de ce comité, qui font remonter un petit peu les questionnements aussi qu'ils rencontrent tous les jours. Hein. Voilà, ça va être aussi un exemple d'EHPAD où ils invitent le professionnel et aussi les familles de résidents à participer à un comité éthique. Une fois, c'était la question sur le refus de soins. Et on a eu des usagers, en tout cas des résidents d'EHPAD, qui étaient venus parler du refus de soins avec les professionnels et les représentants de famille. Donc voilà, c'était quelque chose aussi, c'est une autre façon de faire de l'éthique. Et aussi, ce qui arrive, c'est que des fois, on a des établissements qui se regroupent entre eux pour faire un comité ou une structure éthique inter-établissement pour mutualiser, si je peux dire aussi, les moyens voilà, ou mutualiser les professionnels qui se posent parfois les mêmes questions. Pour donner quelques petits exemples. Ok, donc merci. Effectivement, ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, vaut mieux faire un petit peu que pas du tout parce que c'est trop cadré, trop rigide. Et il y a ça peut prendre de multiples formes. Au niveau voilà, du fonctionnement, donc est-ce que vous avez des conseils, Mégane, concernant, je sais pas, la durée, la fréquence, les objectifs, etc., etc. Alors, voilà, on parlait vaut mieux faire un petit peu, effectivement, que pas du tout. Après, il y a des établissements qui vont aimer que ce soit très structuré, très clair, très encadré. Ce qui peut aider, ça peut être la rédaction, par exemple, d'un petit règlement un petit peu intérieur du fonctionnement de mon comité éthique, de ma structure éthique, dans lequel je mets la composition. Hein, là, on a mis des membres. Alors, c'est tant de personnes max avec l'idéal peut-être d'avoir un médecin, une aide-soignante, un infirmier, un psychologue, un cadre, et aussi peut-être un juriste qui travaille dans l'établissement, voilà, et puis d'autres personnes extérieures, le philosophe. Ça va être par exemple des fois des représentants du culte aussi qui ont une autre vision de la chose et qui vont apporter un éclairage pour la situation. Alors la fréquence, c'est vrai que plus ça va être régulier, plus on va maintenir, si je peux dire, la petite locomotive à flot, hein, ce qui peut être un petit peu des fois compliqué, hein, parce que des fois la locomotive, c'est comme tout, elle s'épuise un petit peu, donc voilà, mais la régularité fait que ça peut maintenir aussi à flot la réflexion éthique. Alors après, sous différentes formes, on parlait de comités de café éthique, mais ça peut être des journées thématiques. Hein. Il y a des établissements qui font une fois par an une journée sur, par exemple, la laïcité, et ils invitent les professionnels à y venir. Donc, ça peut prendre différentes formes. La durée, c'est en fonction vraiment vraiment, faut coller aussi je ne vais pas dire la politique, mais à l'établissement, à son fonctionnement. Donc, voilà, est-ce que c'est intéressant de faire plutôt une demi-journée, une journée complète, juste le petit café éthique qui dure 1 heure, mais qui permet de solliciter un maximum de professionnels, ou vraiment s'adapter aussi à l'attente du professionnel, mais aussi à l'établissement dans lequel on est. Voilà, les objectifs, hein, ça peut être aussi intéressant parce qu'attend le professionnel de l'injection éthique. Est-ce que il faut aussi l'ouvrir aux usagers, aux familles voilà, etc. Les thématiques, elles peuvent être très larges. Hein. Ça peut être la laïcité, ça peut être le refus de soins, le consentement, la question de l'intimité dans l'établissement, la question de l'inclusion aussi, ça peut être des choses voilà, dans certains établissements. Et effectivement, comme je l'ai dit avant, est-ce qu'on l'ouvre ponctuellement? Est-ce que cette thématique, par exemple, de laïcité ou de l'intimité, ça peut intéresser les familles? On l'ouvre ou on le garde vraiment pour le professionnel. Et ce qui est intéressant aussi à rappeler, c'est ce que n'est pas un lieu de réflexion éthique, qu'il n'y ait pas de glissement, si je peux dire ça comme ça. C'est pas un groupe de parole. Ça, il faut être très vigilant. Quand on est dans la réflexion éthique, c'est voilà, des recommandations, des pistes de réflexion. On donne un avis, mais c'est pas le comité éthique ou le groupe éthique qui va prendre la décision à la place d'eux. On accompagne à la réflexion pour aider à prendre la décision. On ne prend pas la décision à la place de quelqu'un. Donc voilà, aussi avoir ces petits points de vigilance-là pour ne pas avoir de glissement voilà, par rapport à la réflexion éthique, au comité éthique, avec ce point de vigilance où il ne faut pas que ça devienne quelque chose qu'on instrumentalise pour prendre des décisions. Ça aide à la prise de décision. Voilà.
Merci. Donc effectivement, l'idée c'est quand même d'avoir quelques lignes directrices sur cette organisation questionnement éthique, sans que ça aille sur un peu trop de rigidité. Autre élément au niveau organisationnel et outils, c'est finalement ce qui va être peut-être le plus difficile pour les professionnels qui sont dans l'action, qui sont dans le faire et qui sont de plus en plus sollicités. Enfin voilà, les temps de pause et de réflexion en équipe sont de plus en plus rares. Et je pense que ce qui est le plus difficile, peut-être, c'est d'identifier les situations qui soulèvent des questions éthiques dans le service ou dans l'établissement, parce que quelquefois, on ne prend pas le temps de faire un pas de côté, j'ai envie de dire. Mégane, est-ce que vous pouvez donner des exemples pour peut-être que ça parle aux personnes qui participent au webinaire pour, oui, pour pouvoir un petit peu allumer la flamme. Oui, alors j'ai parlé tout à l'heure de l'exemple de la résidente en EHPAD. Donc là, on retrouvait cette notion liberté, sécurité. Donc voilà, je ne vais pas le reprendre, mais ça peut rentrer dans cette question de dilemme. Liberté de la personne, donc respect aussi de son autonomie versus la sécurité aussi. C'est des choses qui reviennent. Après, ça peut être des questions. On parle de l'intérêt privé de la personne, l'intérêt collectif, l'accompagnement. Si je prends par exemple la question du foyer de vie, par exemple, ça peut être un autre établissement, une autre structure où j'ai deux personnes, on va dire, qui vont sur la trentaine. Tous les deux sont porteurs d'une déficience intellectuelle modérée. Et en fait, ils sont amoureux, donc ils ont une relation tous les deux. Et en fait, ils souhaitent avoir des moments à eux, la question de l'intimité dans leur chambre, mais ça, c'est des choses qui reviennent régulièrement, qui posent question. Et donc, eux, finalement, ces deux personnes, elles revendiquent leurs droits, comme tout le monde, au respect de la vie privée, de leur vie affective, avec aussi la question de l'intimité, des relations sexuelles. On va avoir une équipe autour qui va peut-être se poser la question, oui, effectivement, il faut qu'on respecte leur intimité, il faut qu'on accompagne cette volonté, mais avec les questions qui gravitent autour, la question du consentement, la sécurité. Et si vous reprenez on reprend le petit schéma tout à l'heure, j'ai aussi autour de mes usagers, si je les remets au centre, la question des familles où peut-être que j'ai les parents de la jeune fille qui vont complètement s'opposer à cette relation, qui vont dire je veux pas que ma fille ait une relation avec le jeune garçon. Alors que les parents peut-être du jeune homme vont dire nous on est d'accord et du coup dans ce contexte-là, je suis professionnelle, comment je fais, comment j'arrive à réfléchir autour de cette situation et on va avoir un dilemme éthique. Est-ce que j'autorise pleinement la relation mais avec tout ce qui va graviter autour, la question de la vie affective, mais peut-être le risque que la jeune fille tombe enceinte et les conflits familiaux qu'ils vont avoir avec. Si on interdit complètement, mais là, je me pose la question du respect de l'intimité et de la vie privée de ce couple. Et après, il y a peut-être une troisième option, une piste de réflexion sur comment je peux accompagner et être peut-être dans un entre-deux, dans le moins pire, la juste, par exemple, la juste décision à prendre. Pour donner un exemple un petit peu de ce côté-là. Si je passe sur le côté sanitaire, ça peut être la question, par exemple, d'une personne âgée qui a eu un grave accident vasculaire cérébral. Il n'y a pas de récupération sur le plan physique, pas de possibilité de déglutition, etc. Il y a des troubles importants sur cette dame, donc on est obligé de mettre une sonde pour qu'elle puisse être alimentée, éviter la dénutrition. Cette dame arrache la sonde et la famille souhaite par exemple que son proche soit contentionné, le membre valide soit contentionné pour qu'on puisse pouvoir l'alimenter. Donc ça pose aussi des questions d'autonomie, là on parlait de la personne. Des questions aussi de réglementation. Est-ce qu'on doit voir ça comme un refus de la personne d'être alimentée, un refus de soins et derrière, j'ai une famille qui est demandeuse à ce qu'on alimente coûte que coûte
la personne, et on a une équipe qui a l'impression d'être maltraitante, de ne pas être dans la bienfaisance, mais peut-être plus dans la non, voilà, plutôt dans la malfaisance, et comment je fais pour respecter l'autonomie de la patiente, avec cette famille qui est demandeuse de soins. Il y a une question aussi de temporalité derrière, pour donner quelques exemples de dilemmes éthiques. Merci. Je pense que chacun a certainement en tête des exemples. Si on a le temps en fin de webinaire, on prendra peut-être le temps justement de partager sur des situations, des exemples de situations comme ça. Pour l'instant, on va avancer sur des éléments de réponse aux attendus du référentiel, avec toujours cette optique de suivre ces 4 dimensions. Donc sur la stratégie, dans le référentiel d'évaluation, je me suis concentrée à aller chercher tout ce qui est en lien avec la stratégie. Donc, on a différents critères qui apparaissent, mais encore une fois, ce n'est pas forcément exhaustif. Je me suis concentrée. Alors, donc, on a donc l'établissement organise le questionnement éthique en associant l'ensemble des acteurs et participe à des instances de réflexion éthique sur le territoire. L'établissement définit sa stratégie en matière de bientraitance, organise des discussions et des partages des temps de soutien psychologique et éthique, définit avec les professionnels un plan de prévention et de gestion des risques de maltraitance. Donc, vous voyez, tous ces éléments-là contribuent à cette thématique bientraitance et éthique. Et comment est-ce qu'on peut répondre à ces différents critères? En répondant à des exemples de questions à se poser. C'est est-ce que le questionnement éthique est une priorité dans le projet d'établissement? Donc là, j'ai envie de dire, si la réponse est non, il faut remédier. S'il ne fait pas suffisamment explicite, on fait un avenant, on fait un complément du projet d'établissement. Est-ce que les objectifs et les actions qui découlent de cette stratégie sont présentes en termes de posture managériale, de lutte contre la maltraitance, de ressources humaines? Comment vous associez les personnes accompagnées dans ce questionnement éthique? Est-ce que ces priorités que vous avez partagées dans votre projet d'établissement, ils sont bien connues de tous les professionnels, des acteurs, des personnes accompagnées, etc. Donc, à travers ces questions-là, vous allez pouvoir répondre à cette dimension stratégique sur la démarche du questionnement éthique. Sur le point de vue de l'organisation, le référentiel, les attendus sont que les professionnels identifient en équipe les questionnements éthiques. L'établissement définit l'organisation et les modalités de déploiement de la démarche de bientraitance et met à disposition les outils. Et l'établissement traite les signalements de faits de maltraitance, de violence et met en place des actions correctives. Donc, au niveau de l'organisation, c'est finalement au quotidien comment sont traitées les questions d'ordre éthique. Est-ce que ces réflexions, elles sont partagées? Avec qui? Comment? Est-ce qu'il existe un espace de questionnement éthique? Est-ce que cet espace est connu? Est-ce qu'il y a une procédure de saisine, par exemple, pour cet espace? Est-ce que cet espace il est organisé à minima avec des missions, des principes de fonctionnement comme Mégane vous les a exposés tout à l'heure? Est-ce que la place du questionnement éthique est vraiment ressort dans les organisations? Voilà quelques questions auxquelles on peut répondre pour être sur les attendus du référentiel qualité. Sur le plan des outils et des compétences, les critères qui répondent à ces éléments-là, on a des professionnels qui sont régulièrement sensibilisés, formés au questionnement éthique. L'établissement organise des actions de sensibilisation à la bientraitance pour tout nouvel intervenant. Les professionnels sont formés, sensibilisés à la bientraitance et à la détection et au signalement des faits de maltraitance et de violence. Au niveau des questions qu'on peut se poser et auxquelles il faut répondre,
c'est est-ce qu'il y a des outils pour guider le questionnement éthique disponibles pour les professionnels, des fiches, des guides, des procédures, des conduites à tenir? Est-ce que ces outils sont connus de tous? Est-ce que les professionnels sont bien sensibilisés à la notion d'éthique, de risque de maltraitance, de bientraitance? Est-ce que dans vos établissements, vous avez identifié des référents bientraitance, référents éthique? Et est-ce que ces référents, ils sont formés et connus de tous? Est-ce que vous mettez à disposition des professionnels? Est-ce que les professionnels ont connaissance des ressources en région et notamment de l'espace éthique de l'ERERC? Voilà quelques questions auxquelles il faut répondre pour être sur ces attendus, sur le plan des compétences et des outils. Ensuite, sur la culture, est-ce que la personne accompagnée exprime sa perception de la bientraitance? Si la culture de la bientraitance et du questionnement éthique n'est pas suffisamment portée et mise en pratique, alors la personne accompagnée, quand on va lui poser la question, elle ne va pas répondre oui, je me sens écoutée, entendue, bien traitée dans l'établissement. Autre critère, c'est les professionnels associent la personne et son entourage au questionnement éthique lié à son accompagnement. Donc, c'est vrai que c'est important de pouvoir entendre ce que la personne accompagnée a à dire sur ses dilemmes. Et puisqu'il faut se souvenir que le questionnement, il est centré sur la personne accompagnée. Si on ne prend pas son avis, alors il est plus centré sur la personne accompagnée. Si c'est juste un questionnement d'une équipe qui ne prend pas en compte l'avis de la personne, ça n'a pas, on n'est pas dans un questionnement éthique centré sur la personne accompagnée. Enfin, dans la culture, on peut identifier comme critère, l'établissement définit sa stratégie en matière de bientraitance et en partage une définition commune avec l'ensemble des acteurs. Ça aussi, ça fait partie de cette culture autour de la bientraitance et l'éthique. Donc, sur les questions sur lesquelles on pourrait, auxquelles il faudrait répondre sur cette dimension, finalement, est-ce que l'expression de l'usager sur sa perception d'accompagnement est défavorisée à travers des questionnaires de satisfaction, mais aussi peut-être à travers des enquêtes un petit peu plus qualitatives sur la façon dont il vit les choses, sur son expérience, voilà. Quels sont les moyens mis à disposition pour favoriser l'expression des personnes accompagnées? Je viens de le dire. Est-ce qu'on a une culture respectueuse de l'autodétermination, puisque c'est quand même fortement en lien, et c'est quelquefois encore difficile dans la culture des personnes, des professionnels dans le médico-social, de se dire ben oui, le résident décide de quelque chose qui va peut-être à l'encontre de ce que moi je penserais être bien, mais il faut que je m'attarde à savoir ce qui est le mieux pour la personne accompagnée, pas seulement sur mon référentiel de valeur, mais vraiment axé sur la personne accompagnée. Ensuite, voilà, est-ce que les professionnels se sentent libres d'exprimer des doutes ou des dilemmes? Parce que, effectivement, s'ils ne sont pas suffisamment en confiance pour pouvoir exprimer des doutes en se disant, voilà, pour cette personne-là, on fait comme ça depuis longtemps, mais moi, quand même, ça me questionne. S'ils ne sont pas en confiance, alors ça ne va pas favoriser ce questionnement éthique. Voilà quelques petites questions pour répondre à ces différents critères. Donc là, je vous ai repris un petit peu la sélection des critères qui sont autour de cette thématique bientraitance et éthique. Mais comme je le disais en début de webinaire, finalement, l'ensemble du référentiel d'évaluation de la qualité est quand même étroitement en lien avec la bientraitance et l'éthique. Pardon. On va continuer sur les ressources, puisqu'on a tout au long de ce webinaire, on a montré qu'il faut avoir un alignement entre les différentes dimensions, la stratégie, la culture,
l'organisation et les outils. Donc, les ressources qui peuvent être mises à disposition par l'EREFC concernant cette démarche de questionnement éthique, ben, je vais laisser Mégane en parler et nous exposer un peu comment est-ce que ben, l'EREFC peut être un soutien dans ce questionnement éthique. Oui, alors nous, en tant qu'espace éthique, effectivement, comme je l'ai dit au début, l'idée, c'est de susciter et coordonner tout ce qui va être initiative à la réflexion éthique dans le domaine santé et tout ce qui va être sciences humaines. Et une des premières, j'ai envie de dire, ressources que l'on a, ça va être l'enseignement et la formation. Donc, quand on parle d'enseignement et de formation, ça va être de proposer aux professionnels de se former à l'éthique, donc à travers, par exemple, le DU éthique qui est dispensé à Tours, en tout cas. Après, ça peut être des formations, j'ai envie de dire un petit peu plus ponctuelles que l'on peut faire. Des fois, on est sollicité par les établissements parce qu'il y a des questions qui se posent sur telle ou telle thématique et on peut accompagner et répondre à ces questionnements-là, ou même des formations qu'on fait auprès d'étudiants, parce que l'éthique, ça se développe de plus en plus dans les formations initiales. La mise en place ou à disposition d'un espace documentaire, donc on a des documents sur le site internet de l'espace éthique, par exemple comment mettre en place un comité éthique, les prérequis. Donc ça, c'est des éléments, aussi des documents qu'on a fait avec différents groupes de travail qu'on montrera juste après. Donc ça peut aussi être des éléments ou des pistes de réflexion si on a un questionnement, par exemple, sur la liberté d'aller venir. Voilà, on a déjà fait des petits documents sur ces thématiques-là. La mise à disposition d'outils, donc on a créé au sein de l'espace éthique régional un jeu de cartes qu'on utilise pendant nos colloques et qu'on met à disposition auprès des professionnels. C'est des cartes, ce qu'on appelle des cartes de valeur éthique. Donc, on a une dizaine de cartes. Ça va être, par exemple, l'autonomie, l'autodétermination, la liberté du professionnel, la liberté de l'usager, la dignité. Et donc, quand on a une situation un petit peu complexe qui met en jeu des valeurs éthiques, ça permet d'utiliser ce jeu de cartes pour prendre de la hauteur sur la situation et d'essayer de voir, j'ai envie de dire, un petit peu plus clair sur celle-ci. Donc, voilà, souvent, on l'utilise pour nos colloques et les professionnels repartent avec et l'utilisent, j'ai envie de dire, dans leur service. Donc, voilà, un outil. L'idée aussi, c'est de permettre ou de créer en tout cas une dynamique de recherche et de réflexion éthique. Donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on a aussi cette mission d'accompagner la création de lieux de réflexion éthique dans les établissements. Donc, ça va être la mise en place de comités éthiques. Donc, on peut parfois se déplacer dans l'établissement pour expliquer ou sensibiliser même les professionnels pour dire ce que c'est que la réflexion éthique, ce que ça n'est pas. Parce que des fois, comme on l'a dit tout au début, quand on met le mot éthique, ça fait peur. On se dit, oulala, je ne sais pas ce que c'est, je ne me sens pas légitime, alors qu'en fait, tout le monde y est légitime. Donc, sensibiliser, expliquer comment on met en place un comité éthique. Je parlais tout à l'heure des règlements, les prérequis. Et c'est parfois aussi permettre de travailler sur une thématique. Alors, souvent, pour l'avoir fait, c'est par exemple l'action des directives anticipées. C'est des choses qui reviennent, ou le refus de soins, ou le secret professionnel. Voilà. Donc, des fois, des petits focus qui permettent de mettre en lien le concret, le terrain, avec la réflexion éthique et les apports un peu théoriques et thématiques. C'est aussi l'organisation de colloques, alors sur des thématiques un petit peu générales qui sont en lien avec les groupes de travail qu'on verra juste après. Cette année, par exemple, ça a été la question EHPAD et les sexualités. C'est des éléments qui reviennent. Le consentement, parfois c'est le refus de soins. Le mois prochain, en novembre, on va avoir une demi-journée sur la question du handicap. Des journées de travail, etc., etc. Et ce qu'on fait aussi pour permettre cette dynamique de réflexion éthique ou d'accompagnement à la création de réflexion éthique, c'est les journées départementales, c'est-à-dire que au cours de l'année, on essaye de faire ces journées départementales de sensibilisation
à l'éthique et de mise en place de structures éthiques pour être au plus proche des professionnels. Donc la dernière, c'était dans le 45 à Agen et la prochaine, ce sera dans le 37 à Tours. On reprend un peu sous tous ces éléments-là de sensibilisation et de prérequis pour la mise en place d'un comité éthique avec un petit travail en commun, enfin de groupe sur des situations cliniques. Et on représente aussi la région centre au niveau national, parce qu'on collabore avec nos collègues des autres régions aussi. Voilà. Et, pardon, hop. Voilà. Donc ça, c'est les différents groupes de travail. Donc avant, ils s'appelaient EHPAD, par exemple, maintenant, ils s'appellent vieillissement, pour prendre vraiment, j'ai envie de dire, englober tous les questionnements autour du vieillissement. Il y a eu cette année aussi un colloque à côté d'Orléans sur la psychiatrie, à Domaison, donc sur la question de la stigmatisation voilà, en psychiatrie. Soignant, soigné, c'est un colloque qui revient assez régulièrement. Donc, par exemple, le refus de soins, le consentement, pour en donner quelques exemples. Les maladies neuroévolutives, c'est des éléments. Voilà, c'est un colloque qui a lieu tous les 2 ans. Le handicap, le prochain, aura lieu le 7 novembre. C'est une demi-journée. Voilà, le RTS à Olivet. Les lieux de réflexion éthique, c'est les demi-journées dont je vous ai parlé. Les débats, on va en avoir bientôt, qui vont se faire en région, surtout en 2026, qu'on va avoir les états généraux de la bioéthique qui vont se mettre en place et on collabore avec le comité consultatif national d'éthique à ce niveau-là et on va devoir organiser des débats par rapport à cette évolution législative, donc aussi un lien avec le national et quelque chose qui va se mettre en place, tout ce qui va être les questions management et qualité de vie au travail. Donc voilà, un autre groupe de travail qui se remet en place. Quand on parle de voilà. Et aussi voilà, collaboration avec le CCNE, donc le Comité consultatif national d'éthique et les autres ZRR. Ça a été par exemple la question de la fin de vie, quand on a eu cette possible évolution législative. Pour l'instant, on n'en entend plus parler, mais il avait été demandé aux ZRR et en lien avec le CCNE de faire des débats sur cette thématique de fin de vie, voilà, et d'informer sur les situations de la fin de vie, la loi actuelle, les possibles évolutions, et d'organiser des débats autour de ces thématiques. Et tous les espaces éthiques ont participé avec le CCNE à ces débats, et on a fait une grosse synthèse tous ensemble de ce qui s'est fait dans chaque région. Donc on n'est pas tout seul, voilà, en tant qu'espace éthique, nous on gère la région Centre-Val-de-Loire, mais on collabore avec d'autres collègues des autres régions pour différents événements, missions, et aussi avec le national, avec le CCN. Merci Mégane. Pour ce qui est de Claveris, sur cette thématique bientraitance et éthique, on organise des formations en intra qui s'intitulent Repérer et prévenir les situations à risque de maltraitance pour promouvoir la bientraitance. Donc vous retrouverez les informations sur notre site internet, et on peut mettre également à votre disposition une enquête sur la bientraitance qui s'appelle Regard croisé sur la bientraitance, et vous retrouvez également sur notre site toutes les informations concernant cette enquête. Et puis, une collaboration issue de ce webinaire va pouvoir, voilà, on a en tête, en train de travailler, un guide qui sera émis par Claveris et les RERC, dont la thématique, ce sera déployer une démarche de questionnement éthique, donc avec 2 objectifs. Un premier objectif pour que vous puissiez auto-diagnostiquer vos forces et actes d'amélioration sur votre démarche de questionnement éthique. Et puis, une deuxième partie sur une mise à disposition, finalement, comment on peut initier le questionnement éthique en pratique sur le terrain. Donc ça, c'est en cours de travail. On enverra ce guide aux personnes qui sont intéressées dans les semaines à venir. Voilà, et puis après, au niveau des ressources nationales, bien évidemment, vous avez les recommandations de bonne pratique qui sont de 2012 sur le questionnement éthique, qui sont toujours la référence. En fin de PowerPoint, d'ailleurs, j'ai remis quelques captures d'écran de ces recommandations, et puis les recommandations sur la bientraitance également. On arrive à l'issue de ce webinaire. On est
Bon, il est 12h30, mais voilà, est-ce que vous avez des questions, des remarques